Dimanche politique, merci de rester fidèles et d'être des nôtres, toujours des nôtres, à cet instant où nous allons installer le consultant politique pour le décryptage de l'actualité politique de la semaine. Agapit Napoléon Mafourikan, bonjour à vous. Bonjour Latifou, bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour ce dimanche, fête des mères. Oui. Bonjour à toutes les mamans, maman connue, maman inconnue, maman célébrée ou rejetée, maman vivante ou décédée. Toute femme qui a vocation à être mère, bonne fête à vous toutes. Et puis, soyez célébrés ce jour. C'est à elle ce jour consacré, bien évidemment. Et vous êtes là aussi avec nous pour la semaine qui a été celle de la manœuvre qui a permis de débloquer finalement la situation au niveau des installations des conseils communaux. On va y revenir, en parler sans détour, hein, avec une spécialité, cette émission, ou plutôt une particularité pour cette émission, elle va s'ouvrir aux téléspectateurs à un moment donné de votre prise de parole. L'antenne donc rendue aux téléspectateurs qui pourront bien évidemment intervenir à travers un numéro qui leur sera communiqué, qui avait déjà défilé, mais qui sera remis quand il sera à l'heure, une trentaine, quarantaine de minutes peut-être après votre prise de parole. Merci d'être des nôtres tous les dimanches. Merci Latifou. Merci aussi à tous nos téléspectateurs pour leur patience, puisque au regard du format spécial de l'émission, on a dû décaler l'heure. Tout à fait, faire les grands réglages, aussi donner des éléments aux téléspectateurs quand à travers le journal un peu plus long, qui a fait un peu le tour d'installation des nouveaux maires. Des nouveaux maires, une trentaine. Voilà, donc merci pour leur attention et nous sommes disponibles pour toujours prêts et pour décrypter, c'est notre passion. Alors, décryptons les blocages, on les a vécus. Tant d'inconfort pour les politiques, les responsables politiques. Vous l'avez suivi quand il est passé ici, Gérard Gbenonchi, responsable au niveau du parti de l'Union progressiste, bien évidemment. Alors, les préfets, la situation a été revue au niveau du Parlement, loi promulguée très rapidement. Finalement, les préfets déroulent. Est-ce une avancée? Écoutez, il y a une semaine, nous avions on avait fait le point, on avait dit que les préfets avaient reçu sans doute des instructions. Qu'il fallait les libérer, qu'il fallait ci ou ça, on avait mis sur la table plusieurs possibilités, n'étant pas aux manettes, n'étant pas aux décisions, nous n'avions pas la main pour donner la baguette magique. Les députés, eux, ils ont la main, ils l'ont prise, et ça, c'est quand même une avancée terrible de notre démocratie. Un journal a titré, le matinal partenaire, Bénin, un modèle de démocratie participative. Je pense que c'est ce qu'il va falloir que nous retenions, et justement que si les incrédules, il y en a d'incrédules, ils finiront, s'ils n'ont pas encore compris, je suis convaincu qu'avec le temps, ils vont comprendre. Ce qui s'est passé en une semaine, c'est cela qu'on appelle la démocratie. C'est ça. Un pays qui est dirigé, un pays qui avance. Lorsque le peuple remet sa destinée dans des mains des élus, ce n'est pas pour qu'on tergiverse, c'est pour qu'on passe à l'action. Et ce qui s'est passé entre dimanche dernier et entre la semaine du 28, 29 et 30 et juin et mai, donc 28, 29, 30 mai, et depuis le 3 juin, je pense qu'on a connu une grosse avancée, une grande avancée, grâce à la promptitude ou bien à la clairvoyance des élus de l'UP et du BR, qui sont nos députés, des élus de l'UP-BR, députés à l'Assemblée nationale, grâce au sens d'ouverture sans doute du président de l'Assemblée nationale, grâce à une Assemblée nationale de développement, à mon avis, ils ont tous compris qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait avancer. Et donc, au regard des autres alternatives qu'il y avait, je pense qu'ils ont trouvé la meilleure. Et la meilleure, c'est donc de refixer le cap et de dire concrètement quels étaient les fondements, quelle était la vision, quelle était la lettre des dispositions des articles 189 et suivant du code électoral. Dispositions mal écrites, il faut les déplorer, mais finalement repréciser, et ça, il faut le retenir. Il faut le retenir parce que lorsque on a écouté tout à l'heure Gérard Gbenonchi, l'honorable, une digression, on a toujours du plaisir à l'écouter. Tout à fait. Disponible, n'esquivant aucune question, affrontant tout, sans langue de bois,
Et surtout, je pense que aujourd'hui, c'est l'un des visages les plus rayonnants de notre Parlement. Pas que sur ce mandat, cette mandature, on l'a connu depuis 2015 déjà. Et peut-être, donc, en tout cas, moi, je l'ai découvert depuis 2015. Et je trouve qu'il fait il est vraiment l'un de ceux que moi j'ai du plaisir à suivre. Et il a encore assumé. Il a déroulé aujourd'hui. Il a dit ce qu'il fallait dire. Et effectivement, il nous a rassurés. Parce que nos observations, nos appréhensions, il les partage, notamment par rapport à une sorte de léthargie au sein des partis, par rapport à une mauvaise communication, une communication mal déroulée au sujet de ces lois, au sujet de cette loi, ce qui a pu donner du gré à moudre à quelques-uns, totalement figés sur des stéréotypes. Je pense que ils n'ont pas fait ce ils ont manqué peut-être de proactivité. Mais cela dit, il a apporté les réponses qu'il fallait. Effectivement, on ne peut pas demander à un jeune parti. On l'a dit d'ailleurs lors de notre dernier passage, c'est des jeunes partis. Et ils étaient rivaux avant. Comme je vous l'avais dit, vous regardez un PSD, une RB, ils n'étaient pas tous des amis. Aujourd'hui, ils bâtissent ensemble. On ne peut pas leur demander des miracles en moins de 2 ans. Et également, vous regardez le BR, c'est un fourre-tout entre et voilà. Donc, non, il n'y a pas FCBE. Donc, je parle de BR. Quand vous regardez le BR avec les partis de Gbadamassi, les partis voilà, le MADEP, vous regardez un peu le parti de Matisse, vous regardez tout ça, tout ça fondu autour de ABT et de Briand avec à l'Alliance Soleil, une partie de cette alliance. Donc vous vous rendez compte que c'est également un bon fourre-tout. Et donc, tout ça, c'est pas fait pour prendre en quelques mois. Le parti de Kenja Oundé, l'IDD, ou bien celui de Javé Yawedeu. Vous regardez ça, c'est pas fait pour prendre au prime abord. Donc, 1 an et demi simplement après, donc on doit constater. C'est vrai que Gérard Guedochi dit qu'on est pressé de les voir. Non, on n'est pas pressé, on n'est pas pressé, on veut les voir faire ce qu'un parti doit faire. On n'est pas pressé, on veut voir un parti, ce n'est pas au Bénin qu'on les a créés, qu'on en a créé. Et notre constitution, en disant que les partis animent la vie politique nationale, il leur appartient. Mais on comprend, et moi je suis d'accord avec lui, ils sont nouveaux. Il faut leur donner, déjà des partis anciens n'arrivaient pas déjà à tourner. Alors ceux-ci ont au moins cette situation atténuante que ils sont nouveaux, ils étaient rivaux, ils essayent de vivre ensemble, de bâtir ensemble. Et donc, vous comprenez que même ce qui s'est passé dans les localités, dans les communes, était presque compréhensible. Parce que, oui, on n'a pas eu de la discipline, mais au même moment, il faut comprendre qu'ils sont nouveaux, ils étaient peut-être des rivaux sur le terrain, et ils sont obligés maintenant à être ensemble. Donc, ça, c'est à mettre à leur actif. Maintenant, il faut qu'ils travaillent pour. Nous, le peuple, on n'est pas pressé, on leur demande simplement de se mettre à jour. Et là également, je pense qu'il faut tenir compte un peu de ce qui s'est passé. Se mettre à jour, notamment sur le chantier du militantisme, il a décliné cela en chantier pour quand même, on va dire, contenir ces velléités-là d'ambition. On l'a vu, c'était un peu désagréable. Est-ce qu'on peut contenir des ambitions? Il faut les gérer. L'ambition est noble, elle est légitime. Si vous êtes un homme sans ambition, vous n'avez pas d'avenir. L'ambition est noble. L'ambition est légitime. L'ambition est normale. Sans ambition, pas de rêve. Sans rêve, pas de créativité. Il n'y a rien qui ne peut se faire sans ambition. Donc, les gérer. Donc, les ambitions ne sont pas mauvaises. Après, il faut les gérer, les organiser. Et c'est là que vient la discipline. Et la discipline se nourrit de chartes. La discipline se nourrit d'abord du bon sens. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Face à l'ambition, il n'y a pas toujours le bon sens. Alors donc, on amène un peu la réglementation, d'où la loi. L'obéissance au texte qu'on s'est donné est liberté. Donc, on essaie de se canaliser entre des barrières normatives qui nous obligent. Et donc, nous permettent d'abandonner la partie de notre moi très oppressant, mais un moi hyper présent, omniprésent, qui nous empêche de céder une partie de l'ego à l'autre. Vous comprenez que il faut réglementer, il faut normaliser, il faut organiser,
Et il faut donc mettre le militant dans des moules assez nets pour qu'il sache que oui, j'ai au moins cet espace à moi pour m'exprimer et j'ai ces limites pour me conformer à la discipline du parti. C'est ça qui a manqué et donc il faut l'organiser. Il faut faire en sorte que le militant sache où il va. Regardez, moi à Porto Novo, il n'est pas donné, je ne pense pas qu'il est resté dans la tête de quelqu'un de combattre Yankoti. Charlemagne comme maire comme candidat de l'UP. Parce que la campagne a été faite autour de lui. Et à Cotonou, là où il y a eu des velléités, c'est de la sournoiserie. Sinon, normalement, ces militants ne devraient même pas y rester puisque pendant la campagne, on a vu que Luc Atropo, on pourrait dire que c'était le président de la ville. Il était partout, ses affiches étaient partout. Donc, le Cotonois moyen, c'est que même si on n'a pas envie de voter UP, quelqu'un comme moi, je n'ai pas peut-être voté UP à Cotonou, mais rien qu'en regardant Luc Atropo, on dit, ah, je vote parce que je sais ce qu'elle a pu faire à Boycon. Et la ville de Cotonou a besoin, tout comme celle de Porto Novo, a besoin de rêver des gens qui doivent le faire rêver, comme Gbadamassi et Charles Tokon fait rêver et Parakou. Ça, il faut le dire. Je veux Gbadamassi parce que le premier maire de la ville de Parakou, je sais ce qu'il a eu à faire dans Parakou. Hein, il faut remonter en 2002-2003 pour voir le mandat de Gbadamassi 2003-2006. Vous allez voir qu'il a fait du très bon travail. Ça, Parakou, le changement de visage de Parakou, c'est avec lui. Après, on a connu les léthargies à Dambi et autres. Mais après, avec Charles Tokon, la ville a repris de plus belle. Et ça c'est à leur avantage. Je pense que, quand vous regardez Porto Novo, mais rien n'a bougé. Rien n'a bougé. On n'a pas eu de resté une bourgade totalement perdue avec cette toit des années de la colonisation, sauf les parties que le gouvernement de la République a bien voulu faire. Autrement, le passage PRD n'a pas été utile pour la ville de Porto Novo. Ça c'est connu. Donc le militant moyen, c'est que si l'UP gagnait, c'est Charlemagne Yankoti. À Cotonou, la plupart savaient que si l'UP gagnait, c'était à Djougou, tout le monde savait que si le BR gagnait, c'est autour de Malik Gomina. À Savay, les gens savaient que si le FCBE gagnait, c'est autour de Tenio Bachabi. Tout comme à Parakou, si le BR gagnait, c'est autour de Charles Tokon. Dans ces endroits, il ne se posait pas de problème. Parce que le militant savait où aller. Avait des repères par rapport au moins. Mais dans la plupart des cas, à Malanville, à, je ne sais pas, Ifani, ou à Dogbo, à Baïzou, personne ne dégage. Personne ne dégage. On ne sait pas, à Dogbo, on ne sait pas qui est le candidat. Donc, la campagne n'a pas été clairement faite. Même dans les villes, les endroits que j'ai cités, c'est pas que c'est fait autour. C'est-à-dire que ces personnalités sont des fortes personnalités qui se sont dégagées avec leur présence sur le terrain. Et donc, le militant même s'est rendu compte que c'est eux ou rien. Après, il va falloir que les partis prennent ces options. Moi, je suggérerais, je les suggérerais plutôt, que dans la retouche avant 2026, les légères retouches qu'il va falloir faire au code, il faut y penser. Il faut que l'élection, comme c'est une élection de liste, il faut qu'on voit clairement la tête de liste. Il est question de diriger. En amont, hein, que les choses soient fixées en amont. En amont comme en aval. En aval. En amont comme en aval. C'est-à-dire que la campagne se fait autour d'une liste. Je sais que si on gagne à Sebekpodji, si c'est UP, voilà la tête de liste de UP. C'est lui le maire. C'est autour de lui que la liste va sortir. Et c'est lui qui présente la liste. C'est lui, il est élu naturellement par acclamation. Normalement, parce que c'est exactement. Donc, je gagne, je suis IP à Sebekpodji, je gagne, le préfet nous installe, et on dit, voilà la liste conduite par une personne, c'est elle qui a gagné au regard des dispositions au regard de la proclamation. Par conséquent, nous déclarons élu maire de la ville de temps, telle personne. Et par acclamation, il présente les membres de son. Et comme il peut déjà les présenter déjà, et pendant la campagne, comme il peut les présenter après. Donc, et ainsi de suite. Ça aura une sorte de clarté, ça aura une sorte de visibilité, et ça fixe le militant. Alors, on aurait pu gagner, on gagnerait ainsi, un peu plus que ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé ne donne pas seulement de légitimité au maire. J'allais d'ailleurs poser la question, parce que ça sent de l'imposer par la loi. Exact.
Alors, reste à savoir si, quand on est législativement imposé, à la fois la loi nous accompagne à gagner sa légitimité. Écoutez, les conseils communaux ou municipaux ont leur légitimité par la loi, par les suffrages des gens, oui. Par les suffrages des électeurs. Donc, il ne faut pas qu'on mélange. Hein. Tout à fait. Les conseils communaux et municipaux ont leur légitimité. En tant que conseiller, chaque acteur est légitime. Voilà. Par contre, tous les maires ne sont pas légitimes. Ils ont été imposés par la volonté de ceux que nous avons choisis comme nos représentants élus, les députés. Ils ont qualité, ils ont prérogative. Donc, du coup, de la démocratie représentative, nous pouvons dire oui, ils sont nos représentants, ils ont estimé, donc, de par ricochet, les maires sont légitimes. Pas ricochet. Mais c'est loin d'un... Ça, c'est dans le schéma purement de la théorie de la démocratie. Mais dans la pratique, lorsque le maire d'Ifani a été rejeté, lorsque le maire d'Adjara a été rejeté, lorsque le maire de Parakou a été rejeté, par des suffrages clairs exprimés au sein du conseil, et ils sont revenus maintenant par le jeu des institutions, parce que la loi a été recalée. Ah non, pas a été expliquée, parce que je suis convaincu que la loi a été expliquée. On l'a dit déjà, que le principe, c'est ce que le législateur a dit à l'article 89, qu'on ne s'embrouille pas. L'article 89, son esprit était que le maire est issu de la liste majoritaire. L'erreur, c'était de ne pas faire la suite du travail. Donc, ils n'ont pas été imposés, mais à part de l'explication de la loi, hein, et moi je ne parle même pas quand on dit interprétation, c'était un peu trop, pour moi c'est une explication de la loi, une déclinaison donc de la loi. Mais bon, donc, à partir de ce moment-là, l'électeur qui a rejeté au coup d'un vote tel maire et qui le voit aujourd'hui à la tête, on dira c'est un maire imposé. Peut-être pas à tort. Peut-être pas à tort. Un coup de force législative. Mais non, je ne dirais pas coup de... Ça, c'est des formules. Il n'y a pas eu coup de force législative. Du tout alors. Il y a eu une action législative normale et régulière. Il y a eu une action législative normale et régulière. Il n'y a pas eu coup de force législative. Un coup de force, c'est quand on brutalise au-delà des règles. Oh, ici, on est dans les règles. Vous savez... Parce que beaucoup, oui, même ceux de la société civile, j'en ai écouté d'autres en off, on n'a fini par se comprendre. Parce que quand ils dénoncent et ils disent les inquiétudes, certains sont même allés jusqu'à faire le parallèle avec 2019. Quelle confusion, il ne faut pas faire une telle confusion. On ne peut pas faire une telle confusion, surtout quand on a quelques notions de droit. Donc, ce qui s'est passé en 2019 n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en 2020. Encore que en 2019, je l'ai déjà dit une fois, en 2019, il y avait la volonté du chef de l'État de permettre à la majorité parlementaire, aux députés, de trouver le consensus pour qu'on touche au test. Le président n'était pas contre qu'on touche au test. Tant que les fondamentaux étaient respectés et que le consensus était pour respecter le protocole de la CEDEAO. Après, le chef d'État ne peut pas se transformer en parlementaire. Et donc la société civile qui a intervenu a oublié ça. Qu'en 2019, le chef d'État s'est battu pour qu'il y ait consensus. Et que elle, la société civile, n'a pas dénoncé les blocages que les barons du FCBE de l'époque avaient mis pour empêcher que le processus aille au bout. Aujourd'hui encore, dimanche 7 juin 2020, on veut savoir, ça fait 1 an, 3 mois après, pourquoi Ere Ungete et Gabayaya ont rejeté leur signature dans le cadre du comité paritaire mis en place par le président André Ngwedji. Il faut que de manière régulière on pose cette question pour qu'on ait une réponse. Parce que, utilisant l'amnésie collective, certains essayent d'abuser des populations en disant que en 2019, non, en 2019, il y a une volonté politique. Le chef d'État a écouté tout le monde, il a réuni tous les partis comme il l'a fait cette année encore, pour leur dire, mais je suis prêt. Je suis prêt, allez vous entendre. Le président Ngwedji s'est mis, après son bâton, a essayé de faire des consultations. Le début était concluant. Et donc, un comité paritaire, et au moment où il fallait s'entendre, même des projets, des propositions de loi dérogatoires, il y en avait d'ailleurs 3. Il était même question d'amender un article de la Constitution, à l'époque, pour y arriver. Et puis, pouf,
Les gars, ils reprennent, ils font confiance de paix. On dit il faut donner le récépissé à tout le monde. Et puis, on est parti encore au fond de la crise. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Parce que si on doit aller dans l'amnésie collective, on ne va pas garder, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Alors, quand on a fini de dire ça, donc le chef d'État, lui, doit être zen. C'est peut-être la société civile qui n'a pas joué son rôle. Parce que en 2019, comme je vous ai dit, certains membres éminents de la société civile ont demandé au chef d'État de laisser les lois voter et de prendre l'ordonnance. Ils lui ont demandé donc d'aller à des mesures exceptionnelles alors que des lois étaient régulièrement votées à la majorité absolue ou à l'unanimité. Et ils demandent aux chefs d'État de les laisser et d'aller prendre des ordonnances. Selon quel principe de la démocratie? Selon quel protocole? Selon quelles normes on peut laisser des lois régulièrement votées par un parlement régulièrement en place, votées dans les conditions normales, dont le contrôle de constitutionnalité a été régulièrement fait, promulgué et publié? Selon quel principe on peut laisser ces lois-là pour aller prendre des ordonnances, des mesures exceptionnelles? Et pourtant, on a entendu. Et pourtant, les gens n'ont pas dit que c'est mauvais. Donc, les mêmes reviennent aujourd'hui que quand le Parlement, régulièrement en place, prend possession de ses prérogatives, revient pour dire qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Je pense qu'il y a à eux, plutôt, d'avoir peur de leurs méthodes et de se remettre plutôt dans l'évolution. Dans l'évolution des choses. Regardez la 5e République. La France est une illustration de ce que l'action législative doit permettre d'avancer. La France, au sein de la Deuxième Guerre mondiale, a connu beaucoup de pérégrinations. Et le comble serait au niveau de la 4e République. Quand Charles de Gaulle a repris les commandes, il fait quoi? Il y a eu la loi 4 de fer, il y a eu le référendum, il y a eu la constitution de 58. Mais quand Charles de Gaulle a compris que la constitution de 58 le bloquait, il a fait quoi? Un nouveau référendum en 61, si je ne me trompe, en 62, pour que le président de la République soit élu au suffrage universel direct. Parce qu'il avait besoin de garder, d'avoir de la prestance, que le chef de l'État ne soit pas simplement un ornement du jeu politique. Il veut être au cœur du jeu politique. Aujourd'hui, il faut regarder la 5e République française. Elle a été taillée à la mesure et pour régler les problèmes de l'instant. Mais les gens qui l'ont dénoncé, comme François Mitterrand, en parlant de coup d'État permanent, mais François Mitterrand est celui qui a eu le plus à utiliser la constitution de septembre 58, révisée en 61. C'est François Mitterrand, elle a eu en 2 mandats de 7 ans. Aucun chef d'État ne l'a eu encore jusqu'à présent. Il n'a pas... Et non seulement il a eu ça en 2 mandats de 7 ans, tenez-vous bien, il a connu 2 périodes de cohabitation qui n'étaient même pas prévues dans la loi. Et pour la petite histoire, lorsque François Mitterrand a perdu les élections législatives de 1986, je sais que la plupart des médias français se posaient la question de savoir s'ils pouvaient gouverner. Parce que mais comment le président de la 5e République peut gouverner sans majorité au Parlement? Et on dit mais ça c'est une... Je suivais bien que ça c'est un rejet. Que c'est des législatives mais qui a une vocation tellement nationale que le chef de l'État n'a rien d'autre à faire que de démissionner. François Mitterrand a fait quoi? Il a demandé au chef de la majorité de nommer, de composer le gouvernement. Et le chef de la majorité, qui était Jacques Chirac, a composé son gouvernement, qui a été investi par le Parlement français. Et donc, la première période de cohabitation, c'était jamais... Le français, même le plus politologue des Français de l'époque, n'avait pas pensé qu'il pourrait avoir une telle période. Donc la France, avec la 5e République et la Constitution de 58 sont en train à inaugurer une période qui n'était inscrite nulle part et qui n'était attendue de personne. Les grands théoriciens de la politologie et autres n'avaient pas pensé à ça. Tous les commentateurs sont allés de côté. Mitterrand a connu la période de transition. Après, il a connu la deuxième période de transition. Après, c'est Chirac qui a connu avec Jospin. Donc, c'est pour dire quoi? La loi est une dynamique. Et lorsque les Français ont constaté que ça leur crée des problèmes, ils ont coupé la séquence. Ils ont limité maintenant le mandat à 5 ans pour le coincer au fur. Personne n'a parlé de révision opportuniste quand les Français ont dit non, nous allons stopper. Parce que sur 7 ans,
le chef d'État a aujourd'hui, avec la dynamique, le chef d'État a la possibilité de perdre une élection législative en cours de mandat. Et donc, de cohabiter. Et la cohabitation ne permet pas d'aller de l'avant. C'est sous Jacques Chirac, tout ça. L'unanimité a été acquise. Ici, on va dire que c'est opportuniste. C'est une révision opportuniste. Ah non, on ne peut pas réviser en cours de... On peut tout faire. Quand la Constitution vous en donne les moyens, quand la loi vous en donne le droit, et quand le but, la nécessité se fait sentir, il faut le faire. C'est toute cette grande digression pour dire quoi? Pour dire que les parlementaires avaient le devoir de faire ce qu'ils ont fait. Nous voyons, dans le cadre de ce qui était écrit, le contentieux. Mais comme l'a dit l'honorable Benoît, comment vous voulez que vous laissez à la main au juge du contentieux, qui peut aller dans le sens que lui, il veut. Parce que le juge, c'est son intime conviction. Il lit. Nous-mêmes, on lit. Ce texte, il n'était pas clair. Oui. Ce texte n'était pas clair. On tire ses propres conclusions. Excusez, ce texte n'était pas clair. Et puisque le texte n'était pas clair, il fallait bien... Le juge du contentieux devrait bien l'interpréter. Et donc, allait prendre une décision. Soit il allait dans le sens que les députés voulaient, soit il allait dans le sens de sa compréhension. Et ça ferait jurisprudence. Sauf que les députés revenaient après, là maintenant, il ne peut plus toucher. Tant que le contentieux a été tranché, le Parlement ne pouvait plus. Or, dès que les problèmes sont posés, ils ont dit bien, c'est nous-mêmes qui avons fait. On peut expliquer. On peut expliquer. Donc, alors, je trouve que c'est un acte salutaire. C'est l'un des meilleurs actes parlementaires. Parce qu'il fallait le faire. Ils l'ont fait. Ce n'est pas la toute première fois. Et je vais vous dire, ça, c'est l'action législative. Mais il y a eu l'action de contrôle de constitutionnalité qui a eu vocation législative pendant longtemps. Dans ce Bénin, la loi, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est la Constitution, je ne me rappelle pas la partie où, pour que l'Assemblée délibère, elle doit délibérer avec au moins un secrétaire parlementaire. Il y en a deux. Au moins un des deux secrétaires parlementaires doit être là. Mais lorsque les gens voulaient utiliser ça pour bloquer le jeu sous la mandature Yahi, la Cour constitutionnelle a demandé à l'Assemblée nationale de désigner, lorsque la session est convoquée régulièrement et que le secrétaire parlementaire n'est pas là, de désigner un secrétaire ad hoc. Ça, c'est nulle part dans les textes. La Cour l'a dit en tant qu'organe de régulation. Pour répondre en tant qu'organe de régulation donc des pouvoirs publics. Donc, a demandé que le Parlement désigne, ipso facto, un secrétaire ad hoc pour sauter le verrou. Pour sauter le verrou. La Cour constitutionnelle est allée à un moment donné à faire la répartition des sièges même à la Sénat pour dire, groupe parlementaire A, vous avez tel nombre, groupe parlementaire B, c'est pas son rôle régulateur de la vie. Donc, vous voyez, quand on remonte, il y a près de 5 ou 6 actes comme ça que la Cour constitutionnelle juge de la constitutionnalité des lois, mais également régulateur, arbitre du bon fonctionnement des institutions. La Cour constitutionnelle a eu à aller jusque-là. Alors, si la Cour, qui ne peut pas faire la loi, mais qui ne fait qu'interpréter la constitutionnalité de la loi, et qui est un arbitre, et l'arbitre au regard des textes et des usages, peut le faire, ce n'est pas le garant majeur, le détenteur du pouvoir législatif, donc celui qui fait les lois s'imposant à tous, ce n'est pas eux qui seront interdits de faire le travail qu'ils ont fait. Donc, ça peut vous dire simplement que ce qui est fait là, est fait dans les normes, mais ça ne confère pas aux autres cette légitimité totale. Comment faire alors? Comment faire alors pour opérer? Comment faire pour contenir ceux qui vous avaient rejeté pour pouvoir gouverner? Très bien. Alors donc, c'est là qu'on rentre dans maintenant la phase pratique. On a terminé maintenant les phases institutionnelles. Aujourd'hui, tous ceux-là qui avaient été rejetés sont remis en place. Ils auraient eu tort de penser qu'ils ont gagné quelque chose. Ils ont gagné une bataille. Pas la guerre. Mais la guerre du développement, ils n'ont pas gagné. La guerre a gagné, c'est celle du développement. J'ai écouté beaucoup qui disent oui, nous sommes, on n'est pas députés, enfin non, les élections sont derrière nous. Nous sommes désormais, on s'ouvre à tout le monde. Nous sommes ouverts à toutes les propositions. C'est bien. C'est une très bonne chose ainsi, mais il faudrait maintenant qu'il l'incarne vraiment sur le terrain. Et c'est peut-être là qu'il y a 2 ou 3 variantes. Il y a effectivement que certains qui ont été mis en place, ça doivent savoir que derrière, il y a une sorte de frustration.
qu'il faut qu'il jugule. Beaucoup regardent vers Parakou avec la CBE et les deux personnes, la dame, et le jeune qui a voté, qui s'est abstenu. Et on regarde, le maire, Yaya, aurait eu tort de penser qu'il a dompté ces deux. D'autant que quand vous regardez l'exécutif, il n'a pas évolué. C'est exactement tel que c'était avant. Donc, ces deux, alors, il a plus. Je pense que la première chose à faire par un tel maire, c'est d'abord de créer la cohésion autour de ces 17 membres. Ça veut dire quoi? En laissant Madame Ablaï et son jeune conseiller, et le second, en les laissant en roue libre, il donne de grain à moudre à une opposition qui peut se faire contre lui. À l'interne. Et ça peut aller très vite. Ça, c'est un conseil, c'est une consultation gratuite. Quand vous allez à Ifani, quand vous allez à Adjara, par exemple, quand vous allez à Zobodome, c'est les mêmes choses. Ça se joue, ça s'est joué à une voix en défaveur des maires qui sont là. Ça veut dire, aujourd'hui, ils sont là, sachant qu'il y a deux personnes quand même, tout au moins deux, qui n'auraient pas voté pour eux. Et en face, un adversaire qui aurait bien mettre à leur place. Il faudrait qu'ils sachent que, première chose, c'est les deux là qu'il faudrait qu'ils convainquent par leur action. Et ensuite, aller vers l'adversaire en question, qui est plus facile, parce qu'il est de l'autre partie, et ils sont tous de la majorité présidentielle. Donc, aller vers, pour dire comment faire pour développer. Donc, tout ça appelle quoi? Appelle le leadership des nouveaux maires. Les nouveaux maires doivent développer un leadership. Le leader, ce n'est pas celui qui écarte, c'est celui qui rassemble. Donc, il faudrait qu'il travaille à ça. J'ai vu la liesse à Savalou, à Parakou, partout dans le pays. C'est bien. Mais est-ce que c'est de la liesse? Non, les populations ont bien mixé à Cotonou. On a senti de la liesse. C'est bien. Mais après le développement, quand le développement local induit des efforts de tous. C'est vrai que nous avons un État central aujourd'hui très volontariste, disponible, qui va aller chercher des projets et qui utilise de son budget, de sa capacité de collecte des ressources pour faire des actions à l'interne des villes, notamment l'asphaltage et les actions phares du programme d'action du gouvernement. C'est bien. Mais après, il faudrait que, au niveau des localités, au niveau des communes, les impôts collectés, que les populations sachent ce qui est fait. La gestion des ordures, la gestion des marchés, la propriété des marchés, la propriété des rues, le curage des caniveaux, la gestion donc de l'urbanisation. Les villes comme Porto-Novo, Parakou et Calavi et Cotonou ont besoin d'un plan d'urbanisation qui puisse permettre aux citoyens, aux gens qui sont dans des endroits donnés, de vivre selon un standing. Normalement, et ne parlons pas de l'environnement. La gestion de l'environnement est un gros défi que nos maires, surtout au niveau des villages statut particuliers, doivent prendre. Donc, il y a du travail. Et donc, lorsqu'on a fini de faire la liesse, de se pavaner dans la ville, parce qu'on est maire, c'est une très bonne chose, puisqu'il faut dégonfler un peu, il faut après toute cette pression, il faut essayer de se défouler pour se libérer. Mais après, le gros travail, c'est faire preuve d'abord de étaler son leadership qui permet de rassembler autour. Rassembler d'abord sa coalition. C'est d'abord le premier. Rassembler sa coalition autour de soi. Donc, les FCBE, ils n'ont que 7 communes. Mais ils ont quand même une commune à statut particulier. Et une autre grosse commune qui est Kandi. Ils ont de villes comme ça, Bantek, qui ne sont pas des petites villes. Donc, déjà, il faudrait qu'ils essayent déjà de montrer leur leadership dans cet endroit. Si déjà, ils ne possèdent pas de division, je pense qu'ils donneront facilement de grain à moudre en quelques mois. Parce qu'on saura bien que, bon, voilà, chasser le naturel, il revient au galop peut-être. Et donc, ils ne peuvent pas être l'alternative. De manière générale, donc, lorsqu'on a parlé du leadership, il faut parler maintenant des capacités à faire face aux défis. Tous ces maires ne sont pas toujours des spécialistes de la matière. Il y a des maires qui ont été confortablement désignés, mais ils ne sont pas spécialistes du développement. Ils n'ont jamais été là, maires. Vous êtes dans leur profil. Voilà, merci. Donc, il y a le profil même. Il y en a qui sont allés pas militantisme, il y en a qui sont allés
parce qu'ils étaient populaires, et ainsi de suite. Comment faire pour faire face au défi du développement local? Le développement, on ne peut plus aujourd'hui faire la décentralisation comme les premiers maires l'ont fait. Ce n'est pas possible. Et ils avaient l'excuse d'entamer le processus de la nouveauté, de la non-maîtrise d'un certain nombre de défis. Aujourd'hui, le développement local est conceptualisé. Il y a un certain nombre de formats qui sont attendus. Alors donc, ce n'est pas à ces maires d'être au devant de tout. Et c'est ça que nous avons remarqué pendant, je vous l'ai déjà dit, quand on va si on évalue les 3 premières expériences, c'est un échec dans 80% de communes, tout simplement parce qu'il manque une sorte de plan, de stratégie, pas le plan, de stratégie, donc de développement local. Les stratégies de développement local, oui, beaucoup de stratégies sont élaborées du haut. Parfois les partenaires techniques et financiers, parce que le ministère central, le gouvernement, font des stratégies et on les associe. Non. Je pense qu'il faudrait plutôt, les amener directement à entrer dans la stratégie, à voir même eux-mêmes dans le cadre du PDC, plan de développement communal, voir un peu où est-ce qu'ils veulent aller. Avec quels moyens? Que les stratégies viennent d'en bas. Que les stratégies soient impulsées du bas, en regardant les objectifs généraux du gouvernement. Parce que le maire n'est pas une autorité dans l'autorité. Ce n'est qu'un représentant élu. Il est élu. Donc c'est un élu de la localité, un élu de la commune, mais il n'est pas le chef de l'État. Ça fait peut-être écho à ce que le chef de l'État veut dire quand il dit qu'il n'y a pas de maire d'opposition ni de maire de mouvement. Il y a des maires ici des partis d'opposition, mais un maire ne peut pas être un maire opposant. Il s'oppose à quoi? Un maire ne peut pas être un maire opposant. S'il devient un maire opposant, c'est grave, puisqu'il s'oppose à quoi? Il est au pouvoir, il ne peut pas être au pouvoir et être opposant. Quand vous êtes opposant au pouvoir, vous vous opposez à quoi? Voilà la question centrale. Donc vous vous opposez à votre pouvoir. Donc, quand vous les regardez, ils sont maires des partis d'opposition. Un maire d'un parti, mais il n'est pas opposant, parce que les formats de développement, les formules administratives sont les mêmes. La tutelle du préfet s'exerce aussi bien aux maires des partis de la majorité présidentielle qu'aux maires d'opposition, enfin des partis d'opposition. Donc, vous savez, à Cotonou, c'est tellement simple. Ce qui est arrivé à Léadi Soglo, vous regardez quand un Luc Atropo prend la mairie de Cotonou, c'est quand même anecdotique. Luc Atropo, c'est le même parti que Léadi Soglo. Vous voyez donc, et quand Léadi Soglo a pensé qu'il était plus gros que la vie, enfin, qu'il était plus immense, plus grand, plus géant, c'est pas plus gigantesque que la tutelle, il a vu. Parce que justement, on ne s'amuse pas avec les principes généraux de l'État. On ne s'amuse pas avec la République. Et donc, il n'a même pas été capable de rester pour assumer. Il a détalé. Donc, du coup, c'est facile de fanfaronner, mais quand il est question donc de subir, de répondre, il faut bien être en mesure. Alors donc, le maire doit comprendre qu'il est un maire du développement. Et donc, les leviers de développement local, il ne peut pas les faire sans expertise extérieure. C'est ce que je voulais dire. Nos mairies n'ont pas encore les ressources humaines nécessaires. Et l'État n'en a pas non plus à profusion pour leur en donner. Première chose, est-ce que nos maires sont en mesure de regarder dans ce qu'ils ont sous la main déjà pour faire le travail? C'est ça qu'il est question. Est-ce que, au niveau de la localité, comment ils vont le faire si déjà ils cherchent qui est contre eux, qui est pour eux? C'est là. C'est le piège qui les guette. Ah, lui, il a fait campagne pour mon adversaire. Lui, je ne peux pas l'utiliser. Il faut commencer par dire ça et il faut passer de côté. Et les gens, le temps va passer. Et ils seront destitués. C'est voilà là où je vais en venir. Vous savez, on a parlé de la légitimité. Ils ne le sont pas. En tout cas, ceux qui sont installés au regard des nouveaux tests. Là où il y a eu les partis sont majoritaires, on désigne leur maire directement, sans élection. Ces maires-là ne sont pas légitimes au sens strict. Ils sont légitimes au sens formel. Ils ne sont pas légitimes au sens strict. Enfin, au sens opérationnel. Formel, oui, mais dans la réalité, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas parce que les élus ne les ont pas choisis et le peuple qui a voté n'a pas voté pour eux comme maire, n'a pas voté pour eux comme élus. Donc,
il leur appartient d'arracher cette légitimité en faisant une coalition autour et en associant tout le monde à la déclinaison des objectifs et à leur mise en œuvre. Et ce faisant, puisque tous ces élus ne sont pas nécessairement des spécialistes du développement local, il fallait faire un appel à des compétences extérieures. Et ces compétences existent. L'université forme, les universités privées forment des spécialistes en développement local. Il y a maintenant ceux qui sont restés dans les projets de développement local pendant longtemps. Il y a ceux qui sont... Donc, il y a plusieurs profils qui sont là, qui peuvent aider. Mais quand vous voyez que les communes ont du mal parfois à même monter des petits projets, ils ont du mal à consommer les crédits, ils ont du mal à gérer les échéances de décaissement et les comptes rendus des projets. Enfin, vous savez, vous prenez une partie d'un crédit, vous devez rendre compte de l'exécution avant et avancer à un certain niveau avant. Il y en a qui font bien le travail, mais qui manquent qui n'arrivent pas à faire les comptes rendus. Pourquoi? Parce que le préfet, parfois le maire s'entoure des siens uniquement, qui n'ont pas toutes ces compétences et n'ont pas envie d'aller faire recours à des expertises extérieures pour pouvoir élargir le champ et engranger plus de ressources. Donc ils s'enferment, les ressources sont perdues. Il y a plein de fonds FADEC incapables. Autant, si c'est pas mal géré, c'est que c'est pas du tout consommé. Parce que quand le maire voit qu'il n'arrive pas, il ne peut pas voler dedans, il ne peut pas puiser pour son propre compte, il dit, ok, autant laisser ça. Parce que, donc, ces pratiques doivent être évaluées également, et ces maires-là doivent être destitués rapidement, le plus tôt possible, parce qu'ils ne sont pas les maires du développement. Destituer, ça va vous choquer. Non. J'ai été content et j'étais heureux de constater que les députés eux-mêmes, non seulement ont laissé le principe de radiation, donc de destitution du maire, mais l'ont élargi au chef d'arrondissement. Et au moment où certains s'inquiétaient lors de la séance du chef de l'État, avec le chef de l'État, j'étais heureux de constater que le président de la République lui-même a dit oui. Autant on ne veut pas que les gens fassent des ascenseurs ici et là, aillent et viennent. Mais on ne peut pas non plus empêcher les gens de changer de camp aussi. Parce que si vous n'êtes pas porteur de bonne gouvernance, vous n'êtes pas porteur d'idéaux, on ne peut pas rester là parce que vous êtes élu sur la liste X et vous devez être là. Non. Le législateur a déjà fait pour lui. On vous a déjà installé maire. Et après, c'est à vous maintenant de prendre. Si vous ne faites pas une unanimité autour de vous, il y aura de nouvelles majorités à l'interne. Et donc, le maire, vous allez en pâtir en qualité de maire. Voilà un peu le chantier. Il appartient maintenant au maire de rentrer dans ce chantier. S'il ne veut pas, il faut être destitué. Il y en a même qui ne vont même pas attendre. Ils ne vont même pas attendre. Ça va aller vite. Ils vont même pas attendre. On ne sait même pas en 2021. Parce que lorsque certains défis vont commencer, et certains maires vont commencer par se comporter, des gens petits despotes, ils vont voir en face. Il y a l'autre adversité qui ne serait pas jugulée. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils travaillent à juguler les adversités. Et c'est tellement simple. Réunir en même temps les conseillers. Ce n'est que le maximum, c'est 49. Donc c'est les réunir autour des impératifs, autour des idéaux, autour des objectifs de développement et les associer à ça. 49 personnes, c'est peu pour Cotonou, par exemple. Si tous commencent, même si leurs suppléants sont associés au travail, ça fait moins de 100 personnes. Ça fait là 98. C'est peu. C'est peu, même pour un arrondissement, 98 compétences pour les grands défis d'un arrondissement de Cotonou, c'est peu. C'est pour vous dire qu'il y a à faire. Il faut que les maires ouvrent le jeu, associent toutes les compétences possibles. Ne caporalisent pas tout. Exactement. Surtout déjà, s'ouvrent aux compétences des suppléants, s'ouvrent aux compétences individuelles dans tous les domaines et essayent maintenant de fédérer autour. Donc, sans être de nouvelles républiques, c'est des localités, c'est des îlots dans la République, au nom de qui suivent les règles du développement de la République, la vision centrale de l'État et induisent maintenant leur propre développement local. Donc, il va falloir qu'ils s'inspirent de cette logique, de cette dynamique. Et il y a des pays qui ont fait des avancées énormes en matière de décentralisation, qu'il faut qu'il aille. Et quelqu'un comme Luc Atropo, qui a été déjà premier adjoint au maire depuis 2002, entre-temps, est devenu maire lui-même en 2006-2007. Donc, ça fait plus de 10 ans qu'il est maire. Président de l'Association nationale des maires du Bénin, la LCB. Je pense que c'est une somme d'expérience. Il y a beaucoup de hauts cadres au niveau du ministère de la décentralisation qui ont été des cadres pilotes
de la décentralisation. Beaucoup sont à la retraite sans doute, mais il y en a de jeunes. Il y en a qui sont là, qui étaient jeunes quand ça démarrait. Donc, il y a beaucoup d'expertise. Et il y a maintenant toutes les compétences que sortent nos universités dans divers domaines. Regardez, un domaine comme les passations de marché, je l'ai déjà dit une fois, au niveau de nos communes, c'est tout un gros problème. Pourtant, il y a de l'expertise. La question de la tutelle, est-ce qu'ils maîtrisent? Déjà, ça joue dans un certain nombre de principes. La coopération décentralisée. Vous ne pouvez pas réussir votre coopération décentralisée quand vous ne travaillez pas avec l'État central. Parce que la politique extérieure est conduite par l'État central. Voilà. Donc, il y a un certain nombre. Et puis l'intercommunalité. On ne l'utilise pas suffisamment. Les gens se revendiquent de ci, de ça. Mais l'intercommunalité, c'est une... Donc, les grands projets comme le projet de Grand Okwe et autres, ça c'est induit par le gouvernement. Mais normalement, c'est l'intercommunalité, c'est les communes réunies qui devraient plutôt travailler à ça. Et il y a des communes à l'intérieur où l'une a des compétences, l'autre n'a pas toujours. Ils devraient en principe s'associer. Mais les gens s'enferment. Donc, vous voyez, donc il y a de la matière. Il y a du boulot. Il y a du boulot. On va le rappeler, peut-être même le lancer déjà, la possibilité pour les téléspectateurs, pourquoi pas, de participer à cette émission. Là, en bas de votre écran, un numéro va défiler au moyen duquel vous pouvez bien évidemment prendre votre part dans ce débat-là, qui n'est plus seulement au niveau, on va dire, de l'installation des conseils. Plusieurs conseils ont déjà été installés, alors nous sommes déjà presque dans l'action, les questions de développement, les questions des chantiers. Vous avez entendu le consultant. Appelez, participez, dites ce que vous pensez de ces enjeux-là et pourquoi pas de tout ce qui a été dit. Si vous avez des contributions ou des questions, le consultant est là pour encore un petit moment avec nous. La balle est lancée, le numéro défile, vous allez le voir, pouvoir le composer très rapidement. Pourquoi pas participer. Le numéro, je le rappelle, le 98, le 80, le 93, 71. Appelez, participez à cette émission qui est spécialement ouverte à vous pour ce dimanche-ci. Alors, on va poursuivre en attendant nos chers amis téléspectateurs. Au niveau de ces défis que vous avez étalés, de ces chantiers-là, globalement, quand vous regardez, c'est vrai que vous l'avez déjà dit en filigrane, est-ce qu'on a des personnages au niveau de nos communes qui peuvent quand même s'adapter, apprendre à s'adapter et aller au bout des missions que vous avez en filigrane déjà déclinées? Le préfet est le premier personnage, ça va vous surprendre. Le préfet et la préfecture. Le préfet et la préfecture, globalement, hein, je ne les mets pas au pluriel, je les mets au singulier. C'est les premiers personnages dont dispose la mairie. Vous savez, le préfet a absolument, quand on dit la tutelle n'est pas que contrôle, adversité, non, comme on l'a toujours vécu. C'est aussi un accompagnement. Le préfet a des pouvoirs, mais des pouvoirs aussi d'accompagnement de la mairie. Le préfet assiste. Donc, les cadres qui sont à la préfecture, si au pire, lorsqu'un maire est bloqué, il peut s'en... Je vous ai dit, nos mairies ne sont pas un État fédéral, pas des États fédérés. C'est des États, c'est des démembrements de l'État central, mais dirigés par des élus. Et parce qu'ils sont élus, ils ont un mandat, ils ont une légitimité. On ne peut pas les virer, on ne peut pas leur envoyer une demande d'explication aussi facilement. Mais le préfet peut vous envoyer une demande d'explication. On a vu à Cotonou, on l'a vu ailleurs. Donc, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas dans un État, des États dans les États. Et donc, vous comprenez, si on donnait en dissertation, moi je n'ai pas de préfet, la famille du chef de l'État, moi je ne connais pas de préfet d'opposition, ni de la mouvance. Ça veut dire simplement que si on vous donne ça en dissertation, enfin, nos jeunes candidats au bac, donc à se préparer. Bon, cela dit, je ne suis pas de l'office de bac. Peut-être vient de griller sujet de bac. Non, le consultant n'est pas de la direction de l'office de bac. Et ici, ne connaît pas le Dom da Silva. Vieux briscard de son affaire, c'est comment il gère ça depuis des années pour que le calme règne dans ce côté, que les affaires de... Bon, donc, je connais rien de tranquille. Je connais rien de tout ça. Donc, mais cela dit, c'est un sujet possible, pas nécessairement au bac, mais
Quand on dit que je ne connais pas des préfets d'opposition, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas être de maire d'opposition. Mais comment voulez-vous être maire d'opposition? On s'oppose à quoi? Vous ne pouvez pas être au pouvoir, être l'opposant. Donc si vous dirigez, vous êtes opposant, vous l'opposez alors à votre peuple. À ses attentes. C'est pour qui vous êtes là et pour qui vous devez donner des réponses au problème. Donc voilà le problème, dans la problématique. En tant que maire, le préfet est votre premier interlocuteur. C'est d'abord les populations avec qui vous travaillez, avec qui vous les laissez, qui sont vos juges. C'est eux qui sont vos mandants. Mais en fait, le préfet, lui, est au-dessus. Et donc, il faut déjà garder de très bonnes... On ne dit pas des rapports d'assujettissement, non. Il ne faut pas à chaque fois, quand vous devez prendre le conseil, il faut demander au préfet. Non, ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. La tutelle est a posteriori, il me semble, à bien des niveaux. À bien des niveaux. Il y a peut-être un ou deux niveaux a priori, mais il me semble qu'il est à bien des niveaux a posteriori. Donc, le préfet n'est pas un régent, ce n'est pas l'autorité de tutelle, et ce n'est pas la hiérarchie à qui il faut faire recours tout le temps, mais c'est un bon conseiller, un bon soutien. Le préfet des chargés de mission, je pense que conseil à un maire, garder un contrat avec les chargés de mission, tout au moins pour des petits conseils avant quelques grandes décisions après. On a semblé déjà avoir, on va dire, le signal d'un téléspectateur. S'il est toujours là, me semble-t-il qu'il est... Oui, il est toujours là. Amis téléspectateurs, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Alors, c'est Fiacre Kalongaka. Vous appelez d'où? Je vous appelle des... Fiacre est reparti sur la pointe des pieds, espérant bien évidemment qu'il nous rejoigne pour, pourquoi pas, partager ses points de vue, peut-être même ses questions avec le consultant et les autres téléspectateurs. Nous parlions alors de cette subtile collaboration, de ce subtil appui que la mairie peut trouver en le préfet, qui quand même ne doit pas être à tout bout de champ sollicité, bousculé. Non, non, la loi a prévu les cas dans lesquels le préfet, les relations entre le maire et le préfet sont organisées dans les tests à l'organisation des communes. Il n'y a pas dans les lois sur la décentralisation. Donc je ne rentre pas dans ça. Moi je parle de ce que peut se faire de manière aussi informelle, en dehors de ce qui est formellement organisé. Il s'agit des hommes qui collaborent, il s'agit des hommes qui travaillent. Et donc il doit y avoir une sorte de jonction. Sinon le préfet a ses rencontres régulières qu'il organise au niveau départemental et auxquelles les maires sont conviés. En tout cas, donc, c'est pour dire que, oui, je parle de la conférence départementale. Voilà, donc, il est évident que en dehors de ces rencontres formelles, qu'il y ait des contacts, tout au moins des collaborateurs du préfet ou bien des personnalités de la préfecture et des conseillers, collaborateurs pour peut-être tel conseil ici et là et peut-être tel pont avec le préfet de manière informelle. Ailleurs, il y a des rencontres comme des dîners informels entre des autorités qui leur permettent d'échanger. Ça permet, chacun reste toujours dans ses prérogatives, mais un dîner, un petit déjeuner d'une heure permet donc d'évoquer 2-3 choses rapides. Nous devons apprendre ces choses-là en Afrique, au Bénin. On doit les apprendre parce que ça permet d'aller de l'avant et d'éviter des crises inutiles. Mais bien au-delà de ça, comme je vous ai dit, il est question des hommes. Aucun développement ne peut être réel, possible, sans qu'on s'appuie. Il y a de richesses que d'hommes, dit Adrien Mbedi dans son livre. Je pense qu'il a tout dit. Il y a de richesses que d'hommes. Nos localités ont des jeux, ont des richesses, ont des capacités. Et quand une commune ici n'a pas l'autre commune, je parle de l'intercommunalité, l'autre commune et l'autre ici. Donc, on peut donc les actions de développement, les regroupements régionaux des communes, peut-être pas département, c'est déjà un premier niveau donc d'intercommunalité. C'est là où il peut commencer par mettre en commun un certain nombre de compétences et des projets qui puissent impacter au niveau transcommunal des populations. Quelle est la finalité? C'est le bien-être des populations, c'est la libre circulation, c'est la sécurité des populations, c'est le vivre ensemble et en bonne intelligence. Donc, vu ainsi, je pense qu'il y a plusieurs leviers sur lesquels les préfets doivent jouer. Donc, je garde toujours le cap en se départissant de la politique politicienne, des tares de la politique au niveau central. Et vous dites qu'il y a des chantiers vraiment immenses qui attendent les maires, d'autant plus qu'il y a un élément qu'on a noté, c'est l'intérêt quand même
de l'opinion nationale, des jeunes, pour ce qui se passe, pour les installations, pour les petits blocages. Il n'y a que le débat se fait, les gens sont intéressés. Ajoutez à ça le taux, j'allais dire, la mobilisation des électeurs le jour du scrutin, malgré Covid-19, les maires sont sous pression. Les maires sont, naturellement, puisqu'il y a une question de développement direct. Vous savez, comme je dis, le maire, contrairement à un ministre, le ministre n'a pas un contact direct, le ministre avec la population. Le ministre a des contacts avec des autorités. Le ministre est dirigé par le chef de l'État, avec comme interlocuteur les populations à la base, mais beaucoup plus les directeurs techniques. Alors, on a l'écho d'un téléspectateur. Amis téléspectateurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur Latifou. Oui, présentez-vous. Je m'appelle Akotani Christophe. Monsieur Christophe, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Covey. Votre préoccupation, votre participation à l'émission depuis Covey? J'ai apprécié à tout à l'heure votre émission. Et je pense que ce que vous venez de dire, monsieur Napoléon Agatric, ça va être indispensable. Je pense que les prochains maires doivent savoir qu'ils doivent collaborer, comme l'a dit M. Agatric. Et un éminent politique de notre pays disait-il qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Donc aussi, il faut avoir le développement de la base. Je pense qu'il serait le premier à collaborer, à activer une gestion participative et inclusive. Je pense que ce faisant, nos concitoyens vont constater les bienfaits et système démocratique dans notre pays. Donc je vous remercie beaucoup pour ce que vous aviez fait dans cette semaine pour la journée du fait. Et que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Christophe. Depuis Covey, bien de choses à la population de Covey. Voilà, une fois encore, notre téléspectateur qui met le doigt sur ce pan-là. Le développement, je pense que ça, merci aux téléspectateurs. Donc, oui, la question du développement, on ne le dira pas parce que nos localités ont souffert de cela. Et comme je le dis, la politique politicienne qui a pris ancrage dans ces localités empêche de voir que la décentralisation, c'est d'abord le développement. Si ce n'est pas les questions de développement, on n'a pas besoin donc de décentraliser. L'État, on a des chefs de l'État, qui a des préfets, qui ont des circonscriptions administratives. L'État pourrait gérer, voilà. Téléspectateur, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Présentez-vous. C'est Fiacrika Logaka, depuis Sada. Votre préoccupation, vos questions. Oui, vous savez, moi particulièrement, je n'apprécie pas trop c'est-à-dire votre loi qu'on arrête le jeu. Qu'on arrête le jeu au cours du jeu là. C'est devenu comme un jeu de football où il faut arrêter le jeu pour regarder dans la barre. Voir ce qui se passe. Ça, c'est plus bien. On allait déjà corriger ces choses avant de lancer le processus. Et là, vous pensez que les maires nominés maintenant là, ça répond aux aspirations de la population? Je ne pense pas. Mais cela, c'est une exposition. Cela ne reflète pas exactement ce que la population a voulu. Bon, ce que je pose la proposition de M. Agatric, qui a pensé qu'on aurait listé la liste et mettre celui qui veut être maire déjà à la tête de la liste. Là, ça pourra amener la population à lever 17 personnes. Et si la population ne veut pas, c'est-à-dire changer en même temps c'est-à-dire voir celui-là où la personne là est voir voter. Merci beaucoup. Bien de choses à la population de Dassa. Merci à vous. De Savais, pardon.
la population de Savé. Voilà, la question de la VAR. Cette image-là, c'est vrai qu'elle a été utilisée. Le Bénin serait le seul pays où les élections se vérifient au travers de la VAR. Non, on va pas dire cette image du tout. C'est pas ça. Je salue le téléspectateur. Je comprends ses préoccupations. Je pense que effectivement ça, c'est un peu l'absence de communication. C'est ça que je disais, qu'il y a eu un déficit de communication anticipative. J'ai parlé dans la semaine de communication anticipative, de communication curative. Vous savez, donc, bonjour. L'absence de communication anticipative nous amène un peu à cet état d'âme, comme celui qu'a notre ami de Savé, et sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Amis téléspectateurs, si vous êtes là, bonjour. Bonjour. Présentez-vous, vous nous appelez d'où? Je me nomme Sané Razak, j'appelle depuis Calavi. Vous appelez depuis Calavi. Razak, c'est ça? Oui, c'est Razak. D'accord. Allez-y, vos questions, vos préoccupations, votre contribution peut-être. Ma préoccupation est que la discipline du groupe a manqué au parti. Je parle des conseillers qui voulaient se rebeller en griffes. Parce que les partis aussi avaient le choix concernant les maires. Mais comme c'est une première, pour le succès partisan, ce n'est pas grave. Moi, je voulais une suggestion à la longue. Est-ce qu'ils ne voulaient pas que les partis choisissent les maires, les adjoints aux maires et les chefs d'arrondissement avant les élections? Pour que les de situer à quoi s'en tenir. Comme ça se fait en Europe, on savait d'avance les maires de chaque commune. C'est toute ma préoccupation. Monsieur Razak, merci beaucoup. Bien de choses aussi à votre famille et à la population de Calavi. Alors, Razak vous rejoint et même rejoint aussi l'ami de Savé en pratique. Absolument, et même avant l'ami de Savé. Je pense qu'il rejoint un peu. Oui, c'est tout à fait normal. Merci Razak, merci à l'ami de Savé également. Je pense que on va pas se répéter, c'est nécessaire. Les députés n'y ont pas pensé. J'ai dit s'il doit y avoir des légères corrections au cours de l'électorat, notamment par rapport à la désignation des maires. Moi, je suggérerais que justement on connaisse les têtes de liste en même temps, qu'on sache qui va être maire et autour de maire, qui va être ses adjoints. Là, on doit régler en même temps beaucoup de questions, la commune, les arrondissements qui entourent et essayer d'équilibrer le jeu pour que, au niveau des listes en présence, que chacun sache déjà les personnalités que chaque liste propose pour conduire ses destinées. La Constitution dit que les collectivités s'administrent, s'administrent librement au moyen des conseils élus. Donc, il s'agit de s'administrer librement. Donc, s'administrer librement veut dire que nos localités doivent être des gens qu'eux-mêmes désignent, qui doivent les diriger. Mais les diriger dans le sens de la globalité de la loi et de l'État unitaire qu'est la République. Donc, la République qui est un État unitaire. Le pouvoir central est là, la ligne est donnée, la Constitution nous montre le chemin, les élus tracent leur voie dans la voie interne, dans la voie générale qu'est la République. Donc, pour ça, il faudrait que les populations se retrouvent vraiment en ce qui les dirige. Le petit bémol, que l'ami de Savé m'excuse, il a dit que les populations ne se retrouvent pas. Non, les populations s'y retrouvent. Quand je prends la commune de Savé, elle a 33, non, elle a 20, je pense qu'elle a 19 conseillers, si je me trompe. Alors, quand je prends les 19 conseillers, ces 19 conseillers sont élus pour siéger au conseil communal de Savé, par exemple. Donc, les populations désignent 19 conseillers communaux. Donc, se retrouvent dans les 19 conseillers communaux. Qui sont tous des potentiels. Qui sont tous des potentiels maires. Donc, après, la population leur laisse le jeu. C'est exactement comme au Parlement, où on désigne les députés, et après, les députés font le débat. Vous comprenez? Donc, je vous comprends, mais comprenez aussi que c'est une manière aussi, c'est une option qu'ils ont faite, et peut-être qu'on souhaiterait qu'ils fassent un peu mieux et qu'on connaisse peut-être les candidats à la mairie à la tête de conseil, enfin, les candidats à la tête de la gestion des conseils avant peut-être les élections. Amis téléspectateurs, vous qui êtes là et qui avez patienté, bonsoir. Oui, bonsoir. Présentez-vous. Présentez-vous. Oui, je suis Emmanuel Téguignan, j'appelle depuis Boycon. Monsieur Téguignan depuis Boycon, vos questions, s'il le faut aussi, votre participation à cette émission. Bon, je voulais parler
par rapport au code électoral révisé. Parce qu'en amont, il va falloir d'abord trouver la solution au niveau des partis politiques. Les partis politiques ayant des règlements intérieurs des lois, ils peuvent prendre ces lois à l'intérieur du parti. Bon, laissant nos députés aller jusqu'à ce point, bon, nous on trouve que ça va poser problème en 2021. Et vous allez constater que la réunion que le chef d'État a organisée, les partis politiques ont souligné ça. Oui, quel problème ça pose, clairement? Ok, bon, on arrête le jeu, on change les lois. Ceux qui n'ont pas pu participer auparavant vont demander en 2021 de retoucher les lois, par exemple, pour enlever la question du parrainage. C'est pour les donner l'opportunité, ils ont raison de revendiquer cela quelques temps après. La belle solution, d'abord, une solution au sein des partis politiques. C'était la meilleure option. D'accord. Donc, s'ils n'arrivent pas à trouver des solutions au niveau des partis, ce qui veut dire que, bon, ce que les gens disent, si le parti politique est vérifié. Donc, c'est comme si c'était des codes électoraux, parce qu'un parti politique doit avoir des règles hiérarchiques que personne ne peut s'opposer. Donc, nous, on aurait souhaité que prochainement, ça soit au niveau des partis politiques que d'aller jusqu'au code électoral du pays. C'est ma participation. D'accord. Merci beaucoup, Emmanuel Tegueyon depuis Boycon. Merci également à nos amis téléspectateurs de Boycon et même à toute la population de Boycon. Alors, régler les problèmes au sein des partis au lieu d'aller à l'Assemblée nationale. Tegueyon dit... C'était quelque chose qu'on avait dit la dernière fois. Qu'on a dit tout à l'heure. J'ai parlé des chartes. J'ai parlé de normaliser la vie et de créer entre la discipline et la gestion noble des nobles ambitions, encadrer des militants. Il faut que les partis trouvent des moyens et ça agisse ailleurs. Donc, mais ces partis sont, et comme l'a dit l'honorable Guénonchil, ces partis sont nouveaux, ils apprennent leur vivre ensemble. Donc, le téléspectateur a raison, il a raison. Normalement, c'est d'abord ça qu'il fallait gérer. C'est-à-dire que régler la discipline à l'interne. Ça ne vous échappe pas, nous l'avons déjà proposé ici, au début de la crise, que la direction des deux partis se retrouve pour organiser, pour écouter, pour voir et donner des lignes. Or, ce qui se passait, c'est que même cette direction n'arrivait ne se pas écoutée par des militants élus dans les conseils. Chacun fait son bordel en griffe au sein de chaque conseil. D'autant que même des hauts cadres de ce parti n'arrivaient même pas à s'entendre non plus sur la conduite à tenir. On écoutait tel qui dit qu'on peut faire des alliances comme on veut, et tel autre qui dit on ne peut pas. Donc, il y a eu effectivement quelque chose à échapper. Donc, que nos amis comprennent et essayent d'excuser un peu le management interne des nouveaux partis. Quelque chose leur a échappé. Quelque chose leur a échappé. Et je pense que le chef de l'État est venu à leur rescousse rapidement par la séance. La séance a été assez claire. Et je tranquillise notre ami de Boycon. Non, je ne pense pas, on ne va pas amender les tests pour enlever le parrainage. Je n'ose pas croire qu'on y arrivera, on arrivera à ce niveau, puisque les parrainages n'ont rien bloqué, comme les 10% n'ont rien bloqué. Les parrainages permettront à ceux qui les auraient d'aller aux élections. Maintenant, si on veut les assouplir avant de lancer le processus électoral, on peut toujours Ce sont les discussions qui sont ouvertes. La loi peut advenir à tout instant et on peut corriger une loi à tout instant. L'essentiel est que on ne le corrige pas pour le bien de quelqu'un de particulier. Donc, la loi qui a été retouchée et clarifiée n'a pas bénéficié à une personne, ça a bénéficié à tous les trois partis en jeu. Et aux partis après qui pourront bien évidemment prendre part aux législatives. Amis téléspectateurs, vous êtes là, bonjour à vous. Il est parti, me semble-t-il. Donc, alors, vous voyez, quand on retouche au test, le problème c'est que ce ne soit pas quelque chose d'opportuniste. Qu'on ne le fasse pas parce qu'on doit faciliter la vie à l'un ou à l'autre. Amis téléspectateurs, bonjour. Allô? Oui, présentez-vous s'il vous plaît. Moi, c'est Jacques. Jacques depuis Candy. Oui.
essayez de... La loi rectificative qui a été votée, moi je trouve que c'est une clairvoyance de la part du président de la République. Parce que cette loi a permis à ce que nous ayons la paix. Ça a tout clarifié. Vraiment, moi je dis un petit chapeau à notre génie de loi. Merci. Oui. Alors, il me semble qu'il est parti. Non, il vous l'a remercié. Il a dit merci. Voilà. Ah, ok, d'accord. Il a fini. Donc, Jacques, hein, il est de Kandi. Lui, par contre, il salue en fait le génie béninois. Non, c'est normal. En fait, il n'est même pas en opposition avec les autres. Je pense que, en fait, c'est une manière. Ouais, la manière dont chacun reçoit. Parce que, comme je vous l'ai dit, moi-même, dès qu'on m'a informé qu'il y aurait une loi, j'ai dit. Vous avez tiqué. J'ai tiqué, comme beaucoup peut-être l'ont fait. Parce que on avait l'impression qu'on était déjà dans un processus. On est beaucoup plus habitué. Cette image de le jeu qui s'en va, on arrête pour modifier. Voilà. Mais cela dit, lorsqu'on est clairvoyant, lorsqu'on analyse, parce qu'il ne s'agit pas de fonctionner comme des robots, il ne s'agit pas de fonctionner comme des marionnettes, il s'agit de réfléchir. Dieu nous a dotés d'un cerveau et d'une capacité de réfléchir. Donc, l'homme a cet avantage qu'il faudrait qu'il mette ça à profit. Donc, lorsque vous prenez le recul, vous l'analysez, vous regardez les textes qui ont été corrigés, vous comprenez que rien n'a été modifié fondamentalement. On est revenu sur l'article 189 qui avait été mal libellé, hein, qui n'a pas été décliné, et on a repêché l'article 190 et suivant. Donc, ils ont corrigé. Et comme quelqu'un a demandé, si on laissait le jeu, ça veut dire que la Cour suprême aura à gérer le contentieux. Ça veut dire que dans beaucoup de localités, on n'aurait pas encore fini d'installer. Il y aura des crises. Soit on aurait installé des maires qui n'étaient pas attendus. Et ça allait peut-être bloquer les conseils. Et ainsi de suite. Je pense que nous sommes une démocratie qui se bâtit. Et ce moment, c'est peut-être mieux que les députés qui ont la capacité, la possibilité et les prérogatives de corriger les textes. C'est mieux que ce soit eux qui corrigent en même temps. Dans l'esprit qu'ils ont voulu donner à ce texte, en ce temps, on a la chance qu'ils soient encore là. Dans 10 ans, dans 20 ans, quand on aura des difficultés, les mêmes ne sont plus là, donc ils ne peuvent plus corriger. Donc profitez un peu de ça, on a profité un peu de cette situation. Et si, d'ici 2026, les éléments qui perturbent, si on arrive déjà à corriger quelques incongruités de nos tests, ça nous permettra peut-être d'avoir des tests plus ou moins acceptables. Parce que je l'ai eu à dire au cours d'une des émissions, nous avons beaucoup de tests mal rédigés. Soit pas inattention, soit pas absence de relecture, une faute qui change le contenu du test et qui rend son application difficile. Même parfois devant le parquet, vous êtes bloqué, enfin devant le tribunal, parce qu'il y a un mot de trop qui crée une ambiguïté qui empêche la lecture claire donc du test. On a parfois besoin d'aller devant la Cour constitutionnelle et parler des exceptions d'inconstitutionnalité, ou alors d'aller dans les juridictions supérieures. Ici, dans le cadre donc des élections, il fallait aller en contentieux. Mais à partir du moment où ceux qui sont détenteurs de pouvoir donc de clarifier le test prennent eux-mêmes la main, bon, tant mieux pour nous. Donc, on peut déplorer d'être obligé d'en arriver là. C'est là que je dis les amis de Savet, de Boycon ont raison. Mais on peut se réjouir qu'on a quand même pu avoir ça pour avancer. Et là, c'est là qu'on rejoint l'ami de Kandi. Donc, voilà un peu. C'est peut-être un mal pour un bien, ou un bien pour un mal, prenons-le comme... Mais ça nous permet d'avancer. Et c'est là que notre conseil humblement au maire, revient sans cesse. C'est à eux maintenant de rebâtir ce qui a été le fossé. C'est à eux de créer maintenant le pont. Ce qui n'a pas bien fonctionné. L'ami de Boycon, peut-être qu'il ne parle pas par connaissance. Aujourd'hui, on sait un peu tout ce qui se passe à l'interne, au niveau des conseillers élus à Boycon. Ce n'est pas l'harmonie du tout, même dans un cas comme dans un autre. Les gens font l'effort de colmater, ils font l'effort de gérer, mais il se fait que les gens viennent d'horizons divers, et même parce qu'ils sont UP ou BR, ce n'est pas quand vous rentrez dans le IP, vous verrez bien la diversité. Quand vous regardez, vous rentrez dans le BR, vous voyez la diversité. Donc vous comprenez un peu la situation. Mais ça fait partie des dynamiques des groupes. Donc il va falloir que, une fois le maire de Boycon connu et installé, que l'harmonie, qui travaille pour l'harmonie, donc d'abord rassembler ce qui était passé à l'interne au niveau du conseil communal, et maintenant être un chef
de groupe, un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, il fait de l'harmonie, il gère l'harmonie, la synergie des différents compartiments de l'orchestre pour que vous ayez de bons sons à manier au vocal et que le tout vous sorte une belle chanson, une belle mélodie, symphonie, tout réuni. Je pense que c'est le travail d'un maire. Et là, dans les conditions actuelles, nos maires ont besoin donc de travailler ainsi et de créer des harmonies qui leur permettent donc d'aller au développement qui est la finalité de leur existence, de leur avènement. Dans l'ensemble, quand on suit l'actualité politique, on sent que l'opinion quand même est réactive quand on touche aux questions de révision, de modification, d'explication, comme c'était le un téléspectateur en ligne. Bonjour. Bonjour. Puis-je intervenir dans l'émission, s'il vous plaît? Allez-y, d'abord présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Kodjovi Libert Raoul. Vous appelez d'où, monsieur Kodjovi? J'appelle d'Abou Mekalavi. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je m'appelle Libert Raoul Kodjovi. Vous appelez d'où? J'appelle d'Abou Mekalavi. Allez-y, nous vous écoutons. Bien, ma contribution. Le poste récepteur, vous pouvez diminuer son volume? Ne voyez-vous pas que les partis devraient mieux s'organiser, notamment au niveau local, au niveau communal? Il est toujours là ou parti, compliqué. Je pense que sans doute une retouche ou s'éloigner de son poste récepteur pour pouvoir donner un son un peu plus agréable sans écho. Alors, on était à cette question-là. Est-ce que les Béninois ne réagissent pas trop aux modifications? Si vous voulez, cette fois-ci, c'était l'interprétation. Pourquoi on est tant conservateur? Non, on n'est pas conservateur. On veut qu'on explique. On est un peuple en veille, un peuple de veille. Les Béninois, je ne veux pas passer le temps encore à faire de la digression politique et remonter à l'histoire. Sinon, vous allez voir, le Dahomey, le Béninois, nous sommes un peuple d'élite, en fait. C'est dommage que ça n'a pas permis de nous faire développer, mais nous sommes un peuple d'élite, peuple reconnu, vigilant, réactif, réactionnaire, rebelle, mais de qualité, de valeur. Ça, et c'est ça qui fait que ce n'est pas facile de diriger le Béninois. Donc, cela dit, ça nous a fait baigner dans beaucoup de crises. Je ne vais pas revenir sur tout ça, on peut être l'occasion. Donc, on ne vous donne pas, en même temps, comme dit André Griffin, le bon Dieu sans confession. Du tout. On est incrédule. Et c'est ça qui fait que les gens veulent voir concrètement. Ils se sentent toujours une action. A priori, on dit il y a quelque chose qui se cache derrière. Quand il y a un flou, il y a un loup. C'est pour ça qu'il faut éviter les flous. Il y a un flou, il y a un loup. Tant qu'il y a un flou, il y a un loup. On suppose qu'il y a un loup derrière. Donc, il faut expliquer et faire en sorte qu'il n'y ait pas de flou. C'est pour ça que je vous parlais comme cette affaire de communication anticipative. L'action publique, lorsqu'il y a un changement majeur qui doit advenir, il faut l'expliquer. Il faut en faire de la pédagogie, l'expliquer en fait. Ben après, il y a plusieurs stratégies d'explication, il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en œuvre. Mais dans le cas d'espèce, c'est qu'à partir du moment où les situations sont créées sur le terrain, avant de pédaler, donc de revenir à une norme à laquelle on n'était pas habitué, il fallait communiquer. Et là, on était là et tout ça nous est tombé sur la tête à tout le monde. Du genre, voilà, il faut interpréter la loi. Comme je dis, les députés sont dans leurs droits, ils en ont les prérogatives, mais ils auraient dû, les deux parties auraient dû faire un point de presse et expliquer ensemble que, la loi est dévoyée sur le terrain. Ils auraient pu se retrouver et faire une sorte de diktat vers la base, mais on avait dit que les partis ne s'imposent pas au préfet. Et donc, les préfets peuvent ne pas écouter les partis politiques. Donc, dans le cas d'espèce, même s'ils envoient les listes, si le préfet n'arrive pas, comme c'est le cas à Parakou et à je ne sais pas quoi, à Kobli, à
Bodomé ou à Materi, à Djara et autres, quand vous n'arrivez pas, qu'est-ce que le préfet va faire? Donc, soit il attend pour aller au contentieux, que les gens aillent au contentieux, soit il force, il installe celui qui est là. Vous allez écouter, monsieur le maître encore, il dit, bon voilà, c'est telle personne que les gens ont désigné, mais le préfet est parti. Donc, il y a une sorte de confusion au sein des conseils. Et je pense que les partis ont bien fait donc d'aller, de se retrouver au Parlement pour libérer tout le monde. Et comme leur acte n'a pas profité uniquement à l'UPBR, leur acte a profité également au FCBE. Je pense qu'on ne le dira jamais assez. Donc, ce n'est pas un acte en leur faveur. C'est ça que je voudrais que les militants à la base comprennent et pour mieux gérer leur frustration. Ce n'est pas un acte qu'ils ont posé pour leur propre intérêt. Ce n'est pas un acte qu'ils ont posé pour leur propre camp. Ça a été fait pour repréciser les champs et permettre à tous. Sinon l'FCB aurait perdu la ville comme Parakou. Et donc, aujourd'hui, qu'ils contrôlent cette ville avec le maire qu'ils ont désigné eux-mêmes, c'est quand même au profit donc de ce parti, du parti d'opposition. Amis téléspectateurs, bonjour. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Allez-y. Allô? Oui, allez-y. Comment est-ce qu'on vous appelle? Présentez-vous en Fongwe. Moi, nous, Véronique, depuis Gapé. Vous appelez d'où? Gapé. De Gapé, d'accord. Votre préoccupation? D'accord. Merci beaucoup. Merci, Madame Véronique. Je pense qu'elle voulait saluer. Vous êtes là? Elle est partie, elle voulait juste saluer. Je pense si je traduis bien, elle appelle de Gapé. Merci beaucoup. Alors, autant... Non, c'est l'appel de Madame Véronique depuis Gapé. Attention, elle ne s'appelle pas Gapé. Nuance. Oui, c'est fait. Elle appelle de Gapé. Voilà. Madame Véronique. Alors, qui voulait juste saluer. Vous remercier notamment le consultant. Est-ce que vous connaissez où est Gapé? Non, géographiquement. Je pense que non. C'est une découverte. Tout à l'heure, il va falloir contrôler votre la géographie ou Google Maps pour mieux situer Gapé qui est je pense un des arrondissements ou un village entre l'Atlantique et le Sou. Voilà. Et si on se trompait, il faut corriger la prochaine fois. Il faut corriger après, bien évidemment. Remercier quand même Madame Véronique pour cette occasion qu'elle nous donne de connaître où est Gapé dans le Bénin. Pourquoi pas une visite quand le temps me permettra, découvrir le pays. Ça en vaut la peine. Surtout quand on parle toujours avec le consultant du développement. Alors, une fois encore, revenu sur l'ensemble des appels et l'ensemble aussi de vos des lignes que vous avez développées ici. La responsabilité, la balle est renvoyée aux bénéficiaires de ces installations-là, aux maires. C'est dommage, il y a l'ami d'Abou Karavi qui intervenait, qui s'est coupé, il n'est pas encore revenu. J'espère qu'on a encore une dizaine de minutes. On a un peu moins d'une dizaine de minutes, mais on aimerait bien évidemment l'avoir. Parce qu'il parlait de que les partis devaient s'organiser dans les communes, dans les localités. Oui, je pense, si je rentre un peu, j'essaye d'interpréter un peu, je pense qu'il a raison. Il a raison, mais on est au début. Aujourd'hui, est-ce que l'UP a une coordination communale? Est-ce que le BR a une coordination communale opérationnelle? Je me rappelle, j'ai vu passer, durant la campagne électorale, que le BR, par exemple, a nommé un coordonnateur départemental dans l'OME, il me semble. J'ai vu passer. Donc, ils sont en train de s'organiser. Il ne faut pas que nous oublions d'où nous venons. Je pense qu'il y a 2 ans, nous avons encore 200 quelques partis politiques. Et on était tout heureux de les voir 30, 40 comme candidats à nos élections. À l'annonce de tout ceci, les gens pariaient que ça ne fonctionnerait pas. Voilà. Et personne n'a pensé qu'on pourrait en arriver à fusionner pour en avoir que 3 présidents dans toutes nos circonscriptions administratives, enfin, dans les localités, enfin, dans les conseils élus, comme dit la conseillère pour la décentralisation, dans nos communes, ici et là. On n'a que 3. C'est vrai que les 3, si on les conjuguait, on les remettait dans les formats précédents, de 2015 par exemple, les 3 peuvent valoir peut-être 20 ou 30. Peuvent valoir 20 ou 30. C'est vrai. Mais dans le format donc des 3, voyons que ces 20 ou 30 partis qui se retrouvent en réalité, nos partis anciennes formules,
avec les adversités, avec les ambitions. Et maintenant, ajoutons l'homme qui est quelque chose, qui est un être à ambition. Et comme j'ai dit, on ne peut pas tuer en lui l'ambition. Il faut gérer, il faut canaliser, il faut organiser et pour qu'il y ait plus d'harmonie. Voilà. Donc, vu ainsi, ce n'est pas une facile. Nous revenons de loin. Je comprends les ressentiments. Moi-même, comme je le dis, il y a l'humain, il y a l'analyste, il y a le consultant, et il y a le citoyen. Il y a un homme, nous sommes plusieurs. Et après, nous essayons de regarder, dans le cadre du travail que nous abattons, de voir un peu, parce qu'on a le devoir de faire de la pédagogie et d'expliquer. Et dans ce travail que nous arrivons à comprendre quand même que les choses ne sont pas aussi faciles ici et là. Sinon, lorsqu'on va réagir comme un citoyen ordinaire, ou comme un militant, peut-être que nous rejoindrons ces amis qui sentent un peu de la frustration en eux. Donc, qui ne nourrissent pas de la frustration. C'est là que, vous l'avez dit de revenir là-dessus, c'est là que justement, je reviens, j'insiste sur le rôle des nouveaux maires. Et s'ils pensent qu'ils ont gagné une guerre, ils se trompent. Ils vont être destitués très vite. Et je le dis, pas parce que je menace, c'est un conseil, c'est une consultation gratuite. C'est-à-dire, s'ils pensent qu'ils ont gagné une guerre, ils vont être très vite, ils vont déchanter très tôt. Moi, je lis sur les réseaux sociaux, c'est comme si des gens ont gagné des trophées, c'était comme si la Coupe du Monde, des élections que certains ont gagné, bon, ça se commande dans tous les sens. Non, nous sommes en train de bâtir une république avec des normes, des règles. L'indiscipline qui se constate sur le terrain ne peut pas continuer. Donc, il fallait des actions normatives, des actions réglementaires fortes pour que les gens comprennent où est le cap, où va l'action aujourd'hui. Et le chef de l'État, qui est maître de toutes ces réformes, ne fait que... Mais le chef de l'État, qui est un homme ouvert et qui connaît les défis à relever, lui-même dit, mais on ne peut pas non plus enfermer les gens dans un seul camp. S'il y a mal gouverné, si les gens ont envie d'aller voir ailleurs, ils peuvent quitter un camp A pour aller vers un camp B. Et que donc les majorités aussi peuvent tourner, peuvent changer. Et donc, je pense que cette ouverture, il faut que les gens lisent les explications aux lois et au code électoral, la nouvelle loi. En le lisant bien, ils se rendront compte qu'il y a la possibilité que ces mêmes maires installés aujourd'hui sur la base des majorités issues des élections, uniquement majorité issues de ces élections, que ces maires perdent leur légitimité. Enfin, très vite, leur majorité. Parce que donc, ils perdent leur majorité. En tout cas, qu'ils perdent leur statut majoritaire. Et là, certains sont déjà là, sans majorité. Donc, il leur permet, il leur revient de créer dans la tête des citoyens cette majorité, d'être acceptés, donc cette légitimité. Cette légitimité. S'ils ne le font pas, ils vont déchanter très tôt. C'est là que nous en appelons peut-être à tous, que ce soit le maire, que ce soit les membres du conseil. Il ne faudrait pas, autant nous parlons au maire, mais autant qu'on doit parler également aux autres membres du conseil. Parce que une fois le maire s'ouvre, il ne faut pas que les gens soient là à remuer la plaie dans le passé non plus. Il n'y a qu'un seul fauteuil de maire par commune. Il n'y en a que 77 sur tout le pays. Tout le monde ne peut pas être maire. Même si beaucoup sont intelligents dans une commune, tout le monde ne peut pas être maire. Donc, quand vous regardez des communes comme moi, je regarde Cotonou et je vois notre ami Lucas Tropo avec tout ce qu'il a comme qualité. Mais il y a encore de très bonnes gens dans le conseil qui auraient pu être maire aussi, qui ont le statut, qui ont la carrure de maire, qui sont là. Donc, lui, quel que soit tout ce qu'il est, avec tout ce qu'on lui connaît, a aussi l'obligation de travailler à Cotonou comme un chef de groupe, un chef d'orchestre, donc de réunir les 49, mais au-delà des 49, leurs 49 suppléants, et au-delà de ça, de fédérer. Donc, il y a la RB, ces anciens camarades qui sont restés à RB, qui n'ont pas pu aller aux élections parce qu'ils ne sont pas rentrés très tôt dans le jeu. Donc, il y a tout ça à gérer. Il faut qu'ils travaillent pour ça. Vous allez à Porto-Novo, Charlemagne et Ankoti, c'est bien que c'est par défaut qu'il est là. Pas par défaut de droit, mais par défaut politique. Parce que sur le terrain, à Porto-Novo, le terrain appartient au PRD. Le PRD, qui n'a pas 10%, donc qui a été éliminé à la régulière. Et maintenant, il sait bien que... Et j'ai aimé, dans sa prise de parole, il a rendu hommage à Maître Adrien Mbedji. C'est bien fait, c'est bien dit. Après, il faudrait qu'il gouverne la ville en sachant que c'est une ville délicate, réunie autour
donc de lui, les 33, les 32 autres élus, les 33 suppléants, au-delà de la ville de Porte-Novo. Une ville fidèle quand vous êtes organisé. Donc, et ainsi de suite. Vous allez à Bomé-Calavi, une ville, une commune délicate, difficile. Vous regardez, mais le maire Bada a perdu parce que son parti ne lui a pas redonné la confiance. Il a fait contre mauvaise fortune. Bon cœur, on l'a vu hier. C'est une grande capacité humaine. Beaucoup auraient été absents. Il était. Ça, c'est à ça. Se prêter au jeu. Il s'est prêté au jeu. Absolument. Moi, je le salue. Et salue sa hauteur d'esprit et son fair play. Après, il y a le maire Armandino qui n'a pas des dernières venues non plus. Pour regarder sa vie militante, vous voyez, c'est aussi une belle carrure, le nouveau maire d'Abomey-Calavi. Et ainsi de suite. Vous les regardez, il y en a de très bons. Il y en a qui ont la prestance, il y en a qui ont déjà la carrure, il y en a qui ont déjà le background, il y en a qui ont même sur le terrain déjà, on l'ont expérimenté dans divers domaines où ils ont été responsables. Il y en a qui ne connaissent pas non plus l'affaire. Je ne vais pas les citer. Ils ont le temps d'apprendre. Ils auront le temps d'apprendre. Donc il faut qu'ils aient l'humilité d'apprendre. D'aller à l'école. Il faut qu'ils aient l'humilité d'aller à l'école d'apprendre. Et c'est ça leur défi aussi. Vous comprenez qu'il y a du travail pour nos maires. Le processus va s'achever dans la semaine. Après, il y aura les passations de services. Et maintenant, place à l'action. Et ça ne va pas être facile pour eux parce que très tôt, nous allons entrer dans déjà les manifestations et les jeux pour la présidentielle. Et n'oubliez pas, un défi pour la présidentielle, les parrainages. Les parrainages. Ça passe 77 maires, 84 députés, 84 députés. Donc, il y aura une autre pression sur eux. Au même moment, il faut qu'ils travaillent pour le développement. Donc, je pense que, comme vous le constatez, il y a assez de choses à faire. Donc, que ceux qui ont des ressentiments liés à la manière dont certains maires sont installés, qu'ils l'oublient très vite, qu'ils mettent ça sur le dos des omelettes à casser, ou des yeux à casser pour faire des omelettes. Donc, après ça, il faut qu'on puisse avancer. On va demander au consultant sa conclusion de cette émission. Est-ce qu'il n'a pas déjà fait? Il a fait formellement, peut-être encore. Non, écoutez, je pense que je ne reviendrai jamais assez sur le principe de la communication anticipative. Nos partis ont besoin de communiquer. Nos partis ont besoin de communiquer. Ils doivent avoir avec les médias des relations d'une certaine intimité. Je pense que nous devons apprendre à faire comme les autres. Si on veut avoir les tests comme les autres. Les partis, ils doivent avoir des interlocuteurs, des médias disponibles. Pas ceux qui acceptent et après disent qu'ils doivent participer à une réunion. Au dernier moment, ils s'en vont. Non. Qui éteignent leur portable. Voilà, qui éteignent leur portable. Non. Vous savez, ils ont besoin. C'est pas quand ils ont besoin de communiquer qu'ils viendront là. Ils doivent payer normalement la prestation. Ce qu'ils ne font pas d'ailleurs. Donc, il faudrait qu'ils sentent que les médias sont disposés à être les relais entre les populations et eux. Les partis, il faut qu'ils soient aussi humbles que les compétences qu'ils ont à l'interne ne peuvent pas être des compétences de service, tant que ces compétences sont aussi dans des jeux de positionnement. Ça aussi, il faudrait peut-être qu'ils le sachent. C'est-à-dire quoi? Si moi je suis juriste, membre d'un parti, et je suis candidat à un poste, je ne peux plus intervenir comme juriste du parti, parce que je suis parti pris. Après que je suis parti pris, ma position de juriste va être entichée par l'orientation que je donnerai, parce que j'ai envie d'être positionné aussi. Ce n'est pas la même chose que lorsque vous faites appel à une compétence extérieure qui peut vous éclairer votre lanterne. Ça n'enlève rien aux compétences à l'interne du parti. Mais tant que quelqu'un est juge, il faut le mettre de côté. Parce qu'on ne peut pas être à la fois juge et parti. Ça, c'est important. Ensuite, nos partis ont besoin de développer leur leadership du sommet vers la base, de la base vers le sommet. Ça, je me réjouis que l'honorable est d'accord dans le principe. Il faut qu'il travaille pour. Le militant a besoin d'être rassuré. Ce n'est pas le chef de l'État seul qu'on va voir. Ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale seul qu'on va voir. On doit voir toutes les structures qui animent la vie politique. Donc les partis politiques surtout. Sur les grands défis, les grands sujets, il faut qu'ils interviennent et il faut qu'ils puissent répondre aux sollicitations des médias, contrairement à ce à quoi nous habituons. Il faut faire la croix et la bannière avant de les avoir. Et enfin, au niveau des localités, je pense que les nouveaux maires, moi je leur souhaite beaucoup de chance,
beaucoup de courage et surtout beaucoup d'endurance. Ils ont besoin d'endurance parce que non seulement le mandat est 6 ans, mais ensuite l'endurance, c'est d'avoir le dos rond. Et c'est à eux de faire maintenant le jeu. Même que ceux qui sont élus avec une majorité confortable, ceux qui sont désignés directement, je pense que c'est à eux de créer maintenant leur majorité à l'interne. Et la meilleure majorité, c'est de s'ouvrir à tout le monde. Écouter, avoir des séances d'écoute de tout le monde. Des séances où le conseiller communal ou municipal peut venir vous voir pour parler de tout avec vous, sans que vous le marquez comme un conseiller opposant à qui il faut tout faire pour barrer le chemin. Non. Vous savez, les leviers de leadership sont là. Il suffit de s'en saisir et une fois que vous les maîtrisez, je pense que le reste va facilement. En tout cas, c'est tout le meilleur que moi je peux souhaiter à ces maires. Je finirai quand même avec un petit clin d'œil à Moussa Fataï, qui est premier adjoint au maire de Soava. C'est un journaliste. Langue nationale sur Canal 3, il est DP d'un journal, j'ai eu la chance de l'avoir à l'université. Je pense également, bon, Chaltoko est descendu de Parakou, nous avons la chance d'avoir Malik Gobina de l'autre côté à Djougou, on espère qu'il sera installé lundi et qu'il fera un très bon mandat aussi. Nous avons des amis, un peu tous ces confrères ici et là qui essayent donc de faire nos conseils. Donc voilà, donc je voulais fait un clin d'œil à ces deux amis, notamment Malik Gobina pour Djougou et à Moussa Fataï qui est de l'autre côté de Soava. J'espère que je n'en oublie pas des confrères si c'était fait. J'aurai l'occasion donc de revenir. Merci beaucoup à vous. C'est quand même plus de 90 minutes de consultation ce jour. Gratuite. Et gratuite en plus pour les ayants droit. Et cette dizaine de personnes qui ont voulu partager leur avis, leurs questions, leur participation avec nous, bien évidemment, d'un peu partout. Hein, Coves, avec Alavi, Candy, Gapé. La découverte du jour par ailleurs. Merci beaucoup à vous. Restez des nôtres, comme toujours, au travers de l'écran ou même des nombreux réseaux sociaux. Vous savez bien que nous avons une alliance, celle-là de toujours expliquer ou même d'interroger, comme c'était le cas avec Gérard Benonchi, d'interroger les acteurs qui agissent au profit du développement et pourquoi pas d'écouter les consultants qui décryptent l'action au profit du développement. Merci à vous. Bonne suite de l'après-midi. Cette émission spéciale-là. Bonne fête, maman. Je pense que on fait le point de la politique et tout à fait, et le social. Voilà, journée de la fête de mer, encore une fois. Tout à fait, dans une quinzaine de minutes, elle va démarrer l'émission pour rendre hommage à vos mamans, nos mamans, aux mamans de tout le monde. Ne ratez pas l'occasion. C'est bien évidemment dans quelques quinzaines de minutes. Bonne suite de votre après-midi en notre compagnie.